Bonjour, merci pour les deux présentations. En tant que client des banques, naïvement, on a l'impression qu'en vous donnant de l'argent, on effectue un simple dépôt. En fait, c'est un prêt sans garantie qu'on vous consent. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de compréhension en dehors d'un très bon marketing de la part des banques, donc? Désolé, je n'ai pas très bien compris la première partie de la question. Si je mets de l'argent à la banque, je crois avoir déposé mon argent chez vous et que, évidemment, cet argent, il continue à m'appartenir et qu'il est garanti. Alors, mais c'est pas vrai. Ça, c'est correct, c'est pas vrai. C'est seulement correct si vous le mettez si vous l'investissez et la banque ne met pas cet argent dans son propre bilan, mais fait des investissements à votre compte et vous avez ça dans votre dépôt. À ce moment-là, oui, si la banque fait faillite, vous êtes assuré. C'est la dernière présentation que j'avais faite. Maintenant, si vous mettez votre argent dans un compte d'épargne, par exemple, vous avez une assurance jusqu'à 100 000 francs suisses. Là, il y a une assurance. Mais je peux vous garantir, s'il y a plusieurs banques qui font faillite, cette assurance est plus valable parce qu'il n'aura pas suffisamment de fonds dans le pool. Mais justement, comment est-ce que vous expliquez cette incompréhension? Parce qu'en fait, nous, clients, on ne sait pas ça, on ne se rend pas compte de ça. Sinon, on n'est pas complètement idiot, on ne mettrait pas notre argent à la banque. Et pourtant, on continue à le faire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un très bon marketing de la part des banques, mais en dehors de ça. Peut-être c'est aussi une question de formation. Finalement, il n'y a pas beaucoup de formation, par exemple, déjà des consommateurs et consommatrices, mais aussi des jeunes. Par exemple, à l'école, vous n'avez pas des classes qui expliquent comment fonctionne la finance, par exemple. Alors, vous avez raison. Là, il y a probablement une lacune dans la formation. Un élément par rapport à ça, c'est qui, à mon avis, n'aide pas ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une garantie sur les dépôts, comme on vient de mentionner, qui est de 100 000 euros. Ici, et 100 000 euros dans beaucoup de pays européens. Il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faudrait pas cette garantie sur les dépôts. Parce que si vous avez suivi toute la présentation de Martin, s'il n'y avait pas cette garantie sur les dépôts, et que vous compreniez un petit peu, je pense que là, vous comprendriez mieux d'ailleurs, ça forcerait les gens à se dire... Mais moi, je ne vais sûrement pas mettre mon argent chez des fous qui spéculent sur les marchés financiers et qui se prennent des cuites pas possibles. Et donc, ça forcerait le consommateur à faire un travail de dire non, mais en fait, premièrement, je vais demander de la transparence parce que je veux savoir où je mets mon argent, y compris au niveau des risques. Et si vous faites le calcul, donc il y a Martin était assez modeste, mais en fait, sur les indicateurs de ce type de banque-là, la bonne nouvelle, c'est que l'argent va là où on en a besoin, du côté d'une société durable, etc. Mais ils sont moins risqués et les retours sont meilleurs pour les investisseurs. Mais en tout cas, même si vous regardiez que le risque, peut-être que ça forcerait des transferts assez importants d'argent vers des banques qui, en fait, sont très risquées. Je ne vais pas les citer, mais vous les avez vus à l'écran pour la Suisse. En France, il y en a des très beaux spécimens aussi, qui sont des banques extrêmement risquées, totalement irresponsables. Vous ne savez même pas où l'argent va, etc. Je pense que le fait qu'il y ait une garantie de dépôt rend le consommateur très paresseux. Alors, ce n'est pas une recommandation finançoise de supprimer ça, mais bon, politiquement c'est très compliqué, etc. Mais c'est une vraie question à débattre. S'il n'y avait pas cette garantie, parce que bon, de facto, l'argent, il est là où il ne doit pas être, et cette garantie est un facteur énorme de statu quo. Pourquoi est-ce que... Voilà. Un autre élément par rapport à ça, juste pour terminer, c'est que ces banques qui sont trop grosses pour faire faillite, comme on l'a dit, elles ne peuvent pas s'effondrer. Donc vous avez vu le graphe, on a un spécialiste dans la salle de ce genre de problème, pour après, Duncan qui est là, qui a écrit un rapport là-dessus. Elles ne peuvent pas s'effondrer. Donc, vous pouvez être sûr que l'État va venir à leur rescousse. C'est une autre raison, une autre bonne raison, enfin mauvaise évidemment, de mettre votre argent avec eux. C'est qu'on ne pourra pas les laisser chuter. Ce que ça veut dire, même si ce n'est pas une raison pour vous de laisser l'argent là, ça veut dire que sur les marchés financiers, donc il y a un subside, c'est ce qu'on appelle le subside implicite, c'est que quand elles vont sur les marchés financiers, ces banques-là, on leur prête de l'argent à meilleur marché que les banques qui font bien leur travail, qui sont moins risquées et qui ont des meilleurs retours, parce qu'on sait que de toute façon, on va venir à leur rescousse. Donc ça, c'est un subside implicite qui fait que comme je l'ai dit, qui augmente leurs profits. Donc c'est un énorme problème. Donc découper les banques en morceaux
pour en faire des banques de ce genre de taille, peut-être, il y a encore de la marge, c'est une mesure clé. C'est vraiment une mesure clé pour les raisons que je viens de dire. C'est la séparation, ce qu'on appelle la séparation des activités bancaires. Il y a d'autres façons de le faire. Oui, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Suisse, la Constitution suisse, ça a été voté au XIXe siècle, prévoit que la création monétaire est exclusivement du ressort fédéral. Mais en fait, cette loi n'est pas respectée. Il y a un abus de droit des grandes banques, de toutes les banques, même la BAS crée de la monnaie du néant, et c'est la création des crédits qui font les dépôts. Et cette violation de la Constitution fédérale, qui est une forfaiture, on s'assied sur la Constitution fédérale, nous on voudrait réparer cette forfaiture avec l'initiative monnaie pleine. Et à ce moment-là, l'argent serait, comme vous l'avez dit, des dépôts, comme des dépôts de titres hors du bilan des banques, et donc non risqués pour les clients en Suisse. Donc je vous encourage à voter oui à l'initiative monnaie pleine. On va la voter dans quelques mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'initiative monnaie pleine, si vous en avez entendu parler à Bruxelles. Pas précisément celle-là en Suisse, mais on a des membres de Finance Watch qui s'appellent par exemple Positive Money, qui travaillent sur effectivement ce problème de la création monétaire. J'entends que c'était le sujet de votre dernière conférence, il y aurait beaucoup de choses à dire. On avait d'ailleurs le professeur Huber de l'Allemagne qui a développé ce concept pour un débat d'argent à Zurich avec 250 personnes présentes. On a étudié bien l'initiative de la monnaie pleine. Je pense qu'il y a des éléments qui sont très intéressants, mais finalement, ça bouleversera quand même le système. Il y a aussi d'autres risques qui ressortent de cette initiative. Et probablement, il y a d'autres éléments, il y a des moyens plus simples pour éviter ces types de risques dans l'implémentation. Alors, j'aimerais pas ouvrir un débat parce que c'est très, très complexe et j'aimerais peut-être rester un peu sur la question de la régulation, mais autrement, on peut... Bonsoir, merci beaucoup pour les deux présentations que j'ai beaucoup appréciées. Est-ce qu'il y a une réglementation quelconque au niveau des fonds propres pour chaque banque, c'est-à-dire au taux de fonds propres? Est-ce qu'elle a changé depuis 2008? Où en est-elle maintenant? Parce que j'ai vu des chiffres qui m'ont paru assez ahurissants, enfin, de fonds propres vraiment très très bas par rapport aux fonds investis, et je voulais savoir où ça en était, en fait. Alors oui, il y a eu une augmentation des limites. C'est exactement un des sujets de Bâle 3, disons la troisième onde, ou tu appelais ça tsunami de régulation, je ne sais pas. Par exemple, la Banque Alternative Suisse, nous sommes ce qu'on appelle une banque catégorie 4. Il y a 5 catégories. Les catégories 5, ce sont les banques les plus petites. Après, c'est le 4, l'UBS par exemple, et la Crédit Suisse, c'est catégorie 1. Chez nous, les exigences, c'est 11,2%, mais ce n'est pas leverage ratio, mais c'est en relation à nos assets, à nos actifs pondérés. Maintenant, pour les petites banques, ils ont tous un système standard de pondération. Ça veut dire, par exemple, il nous faut moins de capital s'il s'agit d'une maison d'un particulier simple, parce que c'est très peu de risques, et plus de capital quand il s'agit, par exemple, d'une entreprise. Maintenant, les grandes banques, pas seulement... c'est ce qu'ils font. Ils ont des modèles de pondération eux-mêmes qui ne sont pas très transparents. C'est assez difficile de comprendre. Et la problématique là, c'est qu'eux, ils sont engagés dans des produits très, très complexes, des produits structurés, etc., ou même, à mon avis, probablement notre régulateur, la FINMA, ne comprend pas toujours.
et ils font une pondération des risques là-dedans, alors c'est complètement opaque. Ça, c'est le problème. Pour le taux de capital exigé des gros banques, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 16%, mais pondéré. Donc, les grandes banques elles-mêmes, en général, ne comprennent pas ces produits très, très structurés, sinon la crise ne serait pas arrivée. Et donc, effectivement, une des mesures clés après la crise, c'était d'augmenter les fonds propres. Et donc, effectivement, comme Martin vient d'expliquer, l'énorme problème par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il faudrait un effet de levier maximum qui n'est toujours pas passé. Alors en Suisse, c'est 5%, mais au niveau de l'Union européenne, c'est 3%, ce qui veut dire que vous pouvez emprunter en gros 97 sur une base de 3 de fonds propres que vous absorbez. Donc vous comprenez tout de suite que si de l'autre côté vous avez 100 et que vous avez une perte, ben oui, il suffit d'avoir une perte de 3% sur l'ensemble de vos actifs et ça retire tous vos fonds propres, donc vous êtes littéralement en faillite, donc vous avez besoin d'aide. Donc évidemment, il faut un taux de levier comme ça qui devrait être 5 ou qui devrait être 10%, parce que celui-là ne prend pas en compte la nature, enfin il est dur, il ne prend pas en compte la nature des actifs. Au lieu de ça, évidemment, Bâle, dans sa grande sagesse, vient avec tous des calculs de pondération des risques. Alors effectivement, pour les petites banques, il y a une approche standardisée, et donc c'est assez transparent, et donc il n'y a pas de triche. Toutes les grandes banques, et c'est évidemment là qu'est l'enjeu, quand on voit la taille de leur bilan, utilisent des modèles internes, donc propres à chaque banque, pour calculer la quantité de fonds propres. Donc je veux dire, évidemment, c'est totalement délirant, c'est de dire aux gens qui n'ont pas envie tellement d'avoir de fonds propres, de dire, bon, il faut que tu en aies plus, mais je te laisse les calculer. Et je ne comprends pas, mais ça va aller. Donc, je veux dire, donc évidemment qu'ils trichent massivement. Je veux dire, ils trichent massivement. Personne n'aurait la capacité, de toute façon, pour aller vérifier, etc. Et ceux qui ont les capacités pour vérifier, en général, sont... Alors, je suis désolé, mais dans la réalité, ce que je vous ai dit, c'est qu'en général, les gouvernements et les ministères des Finances soutiennent leurs champions nationaux. Ce qui comprend, par exemple, le fait que les banques européennes, vous le lisez dans le journal régulièrement, se plaignent qu'elles ont perdu la compétitivité par rapport aux banques américaines. Et que toutes ces vilaines banques américaines sont en train d'envahir le marché européen. Et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, par rapport à cette histoire du fait qu'ils calculent eux-mêmes leurs propres risques, quelle approche vont-ils prendre? Ils ne veulent même pas savoir. Et s'ils voulaient savoir, ils laisseraient faire la triche, parce que ça va augmenter le taux de profitabilité. Et donc, sur les marchés mondiaux, la compétitivité de leurs champions nationaux reste meilleure. Donc ça c'est la réalité. Ça, c'est la discussion politique et le rapport de force dont on parlait. Mais alors, dans ce cas, étant donné qu'il est tellement compliqué de pouvoir calculer les fonds propres exacts d'une grande banque comparée à une petite, d'après vous, quelles seraient les solutions? Déjà au niveau populaire, je pense qu'en effet, personne n'a d'idée. En tout cas, moi, j'ai récemment lu des livres là-dessus et j'étais là, mon Dieu, mais non, mais c'est vrai, ils sont fous, les gars. Enfin, j'étais vraiment scandalisé d'apprendre que des grandes banques, justement, peuvent avoir 16% de fonds propres et même 3% quand c'est sur des investissements. Mais alors, quel est le levier du peuple? Enfin, je veux dire, quel est le levier que les gens pourraient activer pour qu'il y ait une plus grande responsabilisation là-dessus? Comment est-ce qu'on peut faire savoir aux gens déjà que ça se passe, je pense, parce que je pense que les gens... Enfin, en tout cas, moi, j'en avais aucune conscience. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait? Vous avez des idées? Alors, tout d'abord, je crois que c'est la raison pourquoi moi j'aime plutôt le leverage ratio, parce que ça, c'est quelque chose qui est très clair et très transparent. Et il faut avoir un leverage ratio pour toutes les banques beaucoup plus élevé, même pour notre banque, je l'admets. Qu'est-ce que les personnes peuvent faire? Je pense que c'est tout d'abord un choix de la bonne banque, ça c'est la première chose. C'est deuxièmement de demander la transparence sur ce que font les banques. Là, nous sommes, Benoît l'a dit, nous sommes membres de la Global Alliance for Banking on Value. C'est un réseau d'à peu près 25 banques sur le plan global qui poursuit certaines valeurs, et nous sommes en train de mettre en place un système pour mettre exactement en évidence ce que font toutes les banques avec l'argent de leurs clients, de la clientèle. Et je pense qu'il faut avoir des approches telles, parce qu'aujourd'hui, je crois, quand vous allez à la Migros et vous achetez un produit, vous avez toujours tous les ingrédients, vous savez exactement ce qui est dedans, mais vous ne l'avez pas quand vous allez à la banque.
Donc, l'effet de levier, ça c'est très clair parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de calcul, il n'y a pas de chipotage, donc ça c'est clair. Il y a aussi un intermédiaire qui est l'approche standardisée. Donc on continue à pondérer les risques, mais il y a une approche standardisée, et donc là c'est beaucoup plus lisible pour les régulateurs. Il y a pas de, c'est pas des modèles internes. Et donc là, il y a une bataille qui vient d'être perdue à Bruxelles, y compris. Donc en fait, le comité de Bâle s'est rendu compte par ces mesures. Il dit, il y a des rapports où on fait des extraits, ça pourrait être du Finance Watch, où il dit, tiens, c'est marrant parce que quand nous on fait notre analyse, etc., on se demande comment les banques elles-mêmes, avec leurs calculs, elles arrivent à un truc si faible. Et donc elles disent, quand même, il y a des choses pas très claires. Dire, bon, simplement, est-ce que les gars sont pas un peu en train de tricher? Donc évidemment, ils vont pas l'écrire comme ça. Et donc ils disent, on aimerait bien pousser une approche standardisée. Il faut en finir avec les modèles internes. Évidemment, les banques se mettent à hurler parce que ça voudrait dire évidemment qu'elles devraient avoir beaucoup plus de. Et donc elles ont gagné cette bataille avec toutes sortes d'arguments fallacieux. Mais de nouveau, là, c'est le comité de Bâle qui recommandait ça, donc d'aller vers des modèles standardisés. Ils étaient plus ou moins soutenus par les institutions européennes, en tout cas à un certain niveau. Les États membres étaient totalement contre parce qu'elles défendaient de nouveau leurs champions nationaux, avec ce même argument que du coup elles devraient collecter plus de capital et que ça les défavoriserait du point de vue compétitif par rapport aux banques américaines. Récemment à Bruxelles, un argument qui marche très très fort, c'est l'élection de Donald Trump, puisque l'assumption assez claire, c'est que lui va soutenir de façon encore beaucoup plus outrageuse qu'Obama l'a fait, parce que soyons clairs, ses champions nationaux à lui, et que donc dans ce cadre-là, à Bruxelles, il faut vraiment être très, très prudent pour préserver les banques européennes. Et donc ça, c'est vraiment littéral, hein, suivez-nous, mais sinon, c'est un argument utilisé de façon tout à fait... pas dans des réunions informelles, c'est un argument que vous retrouvez, y compris dans des communiqués de presse de la Commission européenne, prenant en compte ceci, cela, et l'élection de Trump, etc., il faut quand même faire attention. Donc, ils ont sorti un package, là c'était le 23, du coup c'était le 23 novembre ou le 23 octobre, je ne sais plus, qui est justement par rapport à Bâle 3 et qui permet de... Alors ils appellent ça assouplir le régime de Bâle 3 pour évidemment soutenir l'économie et permettre aux banques de soutenir l'économie, etc. Donc c'est beaucoup de blabla, mais pour dire non, en fait il y a une situation de compétitivité, de diminution des profits des banques européennes, et par rapport à ça, il faut aller affaiblir une réglementation qui était déjà très peu ambitieuse à la base et dont les fonds propres étaient la pierre d'achoppement. Donc on voit bien que c'était censé être la digue la plus solide. On vient d'en parler, elle est extrêmement fissurée et extrêmement basse. Donc. Oui, bonjour, merci pour vos présentations. J'aurais deux questions. En fait, la première, ça concerne la future votation en février sur la RIE 3. La future votation en février sur la RIE 3, la réforme des entreprises. Je voulais savoir si, parce que je ne sais pas du tout si actuellement les banques bénéficient d'un statut spécial, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Et si, donc, de toute façon, il y aura un abaissement du taux d'imposition sur les bénéfices. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il n'y a pas un risque là derrière qu'elles cherchent à faire encore plus une maximisation des profits, dans la mesure où, en fait, voilà, ces bénéfices seront vraiment abaissé, le taux d'imposition sera abaissé. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, ça rejoint la question de monsieur. En fait, dans le dernier livre de Mireille Zaki, en fait, elle dit qu'une grande partie des flux financiers se déplacent vers des institutions non bancaires, mais qui font voilà, toutes sortes de transactions. Et en rejoignant la question de monsieur, c'est vraiment, ça devient encore plus complexe. C'est des flux internationaux qui sont absolument pas régulés. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son livre. Ouais, le shadow banking. Et justement, en tant que consommatrice et citoyenne, là, je me sens encore plus perdue que par rapport aux banques, qui souvent avaient un cadre, une réglementation nationale, internationale. Donc là, vraiment, quels pourraient être les arguments dans le cadre d'un débat public qui fait qu'on pourrait avoir une compréhension de la situation et se dire qu'on a justement un rôle à jouer et dans quelle mesure on a un rôle à jouer. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste sur Unternehmenssteuerreform 3. C'était quoi en français? Le RIE, merci beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste, j'ai suivi ça un petit peu.
Je crois qu'il y a l'avantage qu'il y a une certaine harmonisation au moins au travers des différentes régions en Suisse. Ça, c'est le seul avantage, mais autrement, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Et c'est, à mon avis, de nouveau, une initiative qui sert plutôt à redistribuer la richesse d'une manière très inéquitable. Maintenant, pour les banques, je ne crois pas que ça va changer grand-chose spécifiquement, parce que les banques, à cause de cette situation ici, les banques qui sont censées créer des réserves, et ils peuvent le faire avant de payer les impôts. Ils ne doivent pas d'abord faire des bénéfices, payer des impôts et après créer des réserves, mais ils ont le droit de créer des réserves supplémentaires jusqu'à cause de cette raison. Alors, ils ont un peu plus de souplesse en dirigeant, disons, ou en spécifiant leurs bénéfices. Alors, je ne crois pas que ça a un impact tellement fort sur les banques, c'est plutôt sur les grandes entreprises multinationales. Voilà, je crois qu'on arrive à l'heure. La deuxième question sur le shadow banking, vous avez raison, excusez-moi. Donc rapidement, shadow banking, c'est simplement tout ce qui est finance non réglementée, donc c'est facile à définir, c'est pas très mystérieux ou monstrueux, etc. De nouveau, c'est parfois un argument de certains acteurs réglementés pour dire ne nous réglementez pas trop parce que sinon tout l'argent va partir dans des endroits où c'est encore moins réglementé et donc ça ne nous arrange pas. Donc, après, une des solutions, c'est de s'assurer que ce qui est pour le moment shadow, donc qui est non réglementé, soit réglementé. Donc ça, c'est une façon de faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si ça doit être un débat public, mais effectivement, c'est que le système financier est très large, comme je l'ai dit. Il faut s'assurer qu'on ait une bonne réglementation à tous les niveaux. On l'a mentionné avant, le problème de la réglementation. Nous, par exemple, on ne soutient pas plus de réglementation. On a des dizaines de milliers de pages de réglementation. Alors, premièrement, Martin était très gentil de ne pas le mentionner, parce que c'est un argument qui, pour le coup, est vrai, que les petites banques se plaignent de la réglementation, parce que une petite banque par rapport à une grande banque, là où vous n'avez pas vraiment de proportionnalité, donc ils doivent se taper le même nombre de pages et d'analyse de risque et de personnel en fait qui va être dédié à faire ça, c'est de nouveau un désavantage compétitif massif. Donc de nouveau, cette réglementation qu'on a mis en place du fait des grandes banques qui ont pris des risques démesurés, etc., pénalise de façon outrancière les petites institutions qui font bien leur boulot. Donc ça, c'est un autre problème. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis il faut tout réglementer, de nouveau, ça ne veut pas dire écrire 10 000 pages en plus pour tous ceux qui n'ont pas encore leurs 10 000 pages. C'est avoir une réglementation beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. L'effet de levier, ça peut tenir en 2 pages. Un effet de levier solide à 10% et ça règle plein de problèmes. Il y a des centaines de pages qui sont sur les fameux risques pondérés et c'est incompréhensible, c'est plein de formules mathématiques et surtout, ce n'est pas du tout efficace. Donc, juste peut-être encore 2 remarques. Au moment où le système financier a failli s'écrouler, alors une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il a vraiment failli s'effondrer, et qu'un des drames par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ce système privé gère notamment le système des paiements. Donc pas seulement ce qui a été mentionné là, mais le système des paiements, donc ce qui vous permet de payer dans n'importe quel commerce ou de retirer de l'argent, etc., est géré par des banques privées. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas les laisser. Donc, ce qui mérite débat, c'est de dire si ce genre de système qui est indispensable... Parce que vraiment, si ça s'écroule, vous avez un phénomène de panique ou de chaos social qui s'installe assez vite, parce que ça veut dire qu'en quelques heures, vous savez juste dépenser de l'argent avec ce que vous avez en poche. Donc les entreprises ne savent plus payer les salaires, elles ne savent plus rembourser leurs emprunts. Enfin, c'est très vite un chaos assez total. Donc c'est impossible d'envisager ça. C'est ce qui fait qu'on doit injecter des quantités monstrueuses d'argent dans le système pour éviter que ça se passe. Vous diminuez fort la probabilité de devoir faire ça ou la quantité injectée si ce système des paiements devient un service public, géré directement par l'État. Donc du coup, les entreprises privées qui le gèrent aujourd'hui peuvent s'effondrer comme n'importe quelle entreprise dans l'économie réelle parce qu'elles ne gèrent pas ce genre d'infrastructure d'utilité publique. Donc là, il y a par exemple un débat important. Et de nouveau, sur cette idée de la réglementation, évidemment, une chose qu'on aurait pu faire en 2008, c'est de dire, les amis, vous vous êtes effondrés, on est obligé, pour toutes ces mauvaises raisons, de vous sauver, et donc on vous reprend en main. Alors il y a une façon très radicale de le faire qui est de dire, puisqu'on injecte de l'argent, on vous reprend, quoi. C'est-à-dire que vous nous appartenez, parce qu'en fait, le niveau des actions de ces banques-là vraiment en danger était tellement bas que ça aurait coûté très peu d'argent public de simplement les racheter. Et ça reste... Enfin,
Sur le papier, ça reste, alors évidemment, c'est géré par nos amis politiciens, on n'est pas toujours content de qui est au pouvoir, etc. Mais ça reste sur le papier la façon la plus démocratique de gérer le système bancaire et de s'assurer que l'argent va où il va, pour lequel on a beaucoup moins besoin de la réglementation, c'est qu'elle soit détenue directement, enfin, ou par la représentation, par les citoyens. Mais donc, c'est important d'avoir tout ce panorama d'actions en jeu, y compris quand on parle à ces banques géantes, qui est de dire, non mais vous plaignez de la réglementation, mais il y avait une autre façon beaucoup plus radicale, mais aussi beaucoup plus logique et de bon sens. Et peut-être qu'on aurait dû le faire, même certainement pour certaines banques, qui est de dire, mais si maintenant nous on va vous sauver, on prend tout en main, et au minimum on s'installe au conseil d'administration de façon majoritaire, on surveille tout ce que vous faites, voire on vous rachète complètement et on devient une institution publique. Donc ça c'est important, ça c'est élargir le débat par rapport à la réglementation, c'est d'avoir des institutions publiques, ou encore mieux des institutions de taille beaucoup plus modestes qui sont gérées directement par les citoyens. Donc là c'est encore un autre débat, mais c'est une finance beaucoup plus... qui inclut le peer-to-peer, etc., mais aussi des petites banques qui sont gérées sur un modèle coopératif et où toutes les parties prenantes sont à chaque moment des décisions sur l'allocation du crédit, etc., et où donc les pages de réglementation, qui est un truc très indirect pour comprendre ce qui se passe, ne sont pas nécessaires. On a un levier direct. Monsieur Ronner, vous avez encore une petite conclusion ou... Je crois qu'on a déjà dit beaucoup. Merci beaucoup, c'est un débat très intéressant. Merci à vous. Merci à vous pour votre intérêt aussi. Vous dire qu'en janvier, la prochaine conférence, ça sera donc le 19 janvier. C'est pas encore sur la page web, mais c'est tout fraîchement programmé. Et on sera là du côté un petit peu de l'économie réelle, avec Public Eye, qui est donc nos voisins, qui font aussi partie de l'espace Dickens, ex-déclaration de Berne, qui on parlera justement de l'information comme un moyen de régulation. Est-ce que l'information en soi est un moyen de régulation? Aujourd'hui, on nous a parlé justement de la transparence de l'activité des banques. Je pense que c'est un très bon exemple où la régulation, le lien entre information et régulation. Là, on parlera avec Marc Gagnat et Laurent Gabrel, et peut-être Géraldine Viret aussi, sur l'expérience pratique de savoir comment les enquêtes, les choses qui ont été publiées par la déclaration de Berne ou Public Eye depuis très longtemps maintenant, une trentaine d'années, ont permis ou non d'influencer sur justement la réglementation, de savoir comment on passe du plaidoyer à la régulation. Et au-delà un petit peu de la responsabilité sociale des entreprises, qui est souvent un discours un peu creux parce que finalement c'est volontaire. Et donc voilà, on va discuter de tout ça le 19 janvier. Et en attendant, évidemment, on vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et celles qui ont la chance d'en avoir. Et à bientôt.